Bonjour, je suis Thierry Bruno, luthier, artisan luthier, en Essonne, à Moigny-sur-École. Voilà, vous êtes ici dans mon atelier. Un atelier où je fais tout autant du service de proximité sur la lutherie du Quatuor, donc réparation, restauration, location également. Et puis pour ce qui me concerne, je suis aussi largement fabricant. Donc violon, alto, violoncelle. Et donc on a là des instruments qui sont en cours de fabrication. Alors ce violon-ci par exemple, donc lui n'attend plus que le vernissage pour être achevé, et puis ensuite le montage. Et celui-ci est à une étape un petit peu qui précède, un peu moins avancée. Voilà, la caisse est finie, il va me rester le manche à fabriquer. Moi je suis luthier du Quatuor installé à mon compte depuis une petite dizaine d'années, un peu moins. Et puis j'ai précédé par une vingtaine d'années dans le secteur de la guitare. Donc voilà, j'ai presque 50 ans, ça fait presque 30 ans que je suis dans la lutherie. Disons que c'est un métier qui est très varié, très large, qui embrasse un ensemble de disciplines qui sont vraiment très variées. Déjà à la base, on travaille un matériau qui est brut. Alors là, vous avez quelques bois par exemple. Quelques bois bruts, quelques bois qui sont débités. Or ceux-là entre 10, 15, 20 ans à peu près d'ancienneté. On part donc vraiment d'un matériau qui est très brut, qui est l'arbre. Et in fine, à la fin on a de la musique, on a un artiste. Et nous on est le trait d'union. Donc le métier de luthier, ça consiste par des choses très concrètes qui sont de l'ordre de l'artisanat, qui sont de l'ordre de la maîtrise du bois, des métiers du bois, la sculpture, voilà, le vernissage, enfin vraiment un certain nombre de disciplines assez variées. De maîtriser toutes ces disciplines, on passe également par des choses beaucoup plus techniques, beaucoup plus scientifiques, comme l'acoustique. Voilà, là, moi j'ai une formation qui est plutôt scientifique à la base. Je m'apprêtais plutôt à être ingénieur plus que luthier. Donc la maîtrise technique, scientifique du travail que l'on fait, alors qu'il s'agisse des vernis sous l'angle un petit peu de la chimie des vernis, ou de l'acoustique également, les modes de résonance, etc. Et au final, on a de la musique, on a donc un artiste qui joue, et donc on va travailler toutes ces disciplines pour mettre de l'art, de la musique, dans ce qui n'est initialement qu'un matériau brut. On a aussi le rapport aux clients, donc des musiciens, alors qui viennent soit pour une commande d'instrument par exemple, soit pour un instrument qui doit être restauré, un instrument qui est tombé, un instrument qui a été abîmé, un instrument qui doit être optimisé. Donc là, ça diversifie encore le métier, on est sur encore autre chose. On est parfois dans quelque chose qui est pas loin de la psychologie, parce que quand un musicien vient de voir son instrument détruit pour une raison X ou Y, on est aussi là pour le rassurer. Alors quand on est sur de la restauration, on est sur un métier sur d'autres disciplines encore, sur d'autres maîtrises, on peut évidemment pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc on est dans des critères de réversibilité, de respect de l'instrument, d'écoute du musicien également. C'est vrai que j'ai abordé ce métier sous un angle un peu transversal, c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait en suivant les étapes habituelles de formation à la lutherie. Ce qui me donne un regard sur ce métier qui est peut-être un petit peu transcendant, on va dire, un peu transverse.
m'appuyer davantage sur la science, sur les techniques, sur la notion d'artisanat, sur certaines réalités historiques, plus que sur les mythes et légendes. C'est-à-dire que les grands mythes et les grandes légendes qui peuvent faire le charme de notre métier d'une certaine façon. Moi, j'aime bien prendre plaisir à remettre les choses dans un contexte historique, parler des différentes technologies, des différentes techniques qui nous permettent d'aborder le métier de façon rationnelle, notamment depuis 2, 3, 4 décennies. Donc j'aime beaucoup parler d'acoustique, j'aime beaucoup parler d'androchronologie par exemple, la science qui permet des études de statistiques sur des bases statistiques qui permettent de classer les bois en fonction de leur origine, de leur âge. J'aime beaucoup m'appuyer sur les études chimiques des vernis anciens, plus que sur les légendes qui circulent à ce sujet. Donc le mot secret est un mot qui est extrêmement employé en lutherie. Pour moi, il n'y a pas de secret, il y a juste des techniques d'artisans, plus ou moins bien maîtrisées, dans des contextes historiques. Évidemment, il y a 3 siècles, on ne travaillait pas dans le même contexte qu'aujourd'hui. Crémone, par exemple, est une ville qui a été un endroit qui a subi plusieurs épidémies de peste, par exemple, qui a subi qui avait un contexte militaire et politique qui était pas tout à fait serein. La notion des routes commerciales, l'approvisionnement des bois, les sources de bois, etc. Tout ça est intéressant à étudier. Plus que de dire, les instruments anciens avaient des secrets. Et en général, les luthiers qui parlent de secrets sous-entendent toujours qu'eux en ont la connaissance. Et donc voilà, c'est une façon souvent de s'attribuer un peu un savoir mystique, quasiment, un peu mystérieux en tout cas. Donc c'est pas mon cas. Donc j'aime beaucoup parler de mon métier, j'aime beaucoup échanger. Donc j'ai souvent des classes, des écoles, des gamins qui peuvent venir. Je fais éventuellement volontiers des petites conférences. Des discussions libres autour de la lutherie. Donc dans un mois, il y aura par exemple les Journées européennes des métiers d'art, qui sont donc un moyen, effectivement, où tous les ateliers, tous les métiers d'art, dont le mien, sont ouverts au public pendant 2 jours. Donc c'est l'occasion d'avoir 50, 100 personnes qui viennent dans le week-end. Et très vite, on a des discussions libres, beaucoup de questions, et le plaisir d'échanger sur des choses des fois très pointues. Parce que quand il s'agit d'expliquer aux gens comment se construit l'architecture sonore d'un instrument, quels sont nos objectifs, comment on détermine nos voûtes, comment on détermine les épaisseurs, comment on quantifie ça, comment je les mesure. Moi par exemple j'utilise l'informatique avec des analyses de spectres, des choses comme ça sur les modes de résonance des tables. Donc tout ça fait partie d'une discussion et j'aime beaucoup faire ça. Et il m'arrive aussi des fois de sortir de mon atelier entre guillemets de Moigny, donc d'aller faire des salons d'artisanat d'art. Je suis un passionné d'artisanat d'art au sens large. Donc je me suis aussi impliqué au niveau de l'artisanat d'art local avec une association qu'on a créée il y a quelques années pour mettre l'artisanat d'art en avant. Alors la notion d'apprentissage est aussi quelque chose qui est très au centre de nos métiers. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas encore en situation dans mes rythmes de travail, dans mes rythmes de vie, je ne suis pas en situation de prendre un apprenti, de lui faire un apprentissage sur du long terme, des choses comme ça. Alors un mot concernant ma propre fabrication.
Alors moi, ma philosophie est de m'inscrire dans une logique qui est celle des luthiers anciens. Donc mon métier est pleinement enraciné dans la grande tradition voilà, de la lutherie, dans l'école crémonaise, vénitienne, etc. Donc mon propos n'est pas de révolutionner la lutherie. Par contre, mon regret à moi, en tant que luthier, c'est de voir à peu près 90% de mes collègues se contenter de faire de l'imitation d'anciens. Alors c'est sûr que c'est sans doute très vendeur et peut-être plus facile de fabriquer un instrument en copie de tel instrument célèbre, d'un Stradivarius, d'un Guarnerius. Et puis d'avoir un discours sur la sonorité, sur les qualités de l'instrument qu'on vient de produire, qui pourra assez largement s'appuyer sur toute la mythologie des grands luthiers anciens. Et alors, à vrai dire, j'ai effectivement beaucoup de respect pour les luthiers qui sont capables d'imiter au choc près tel ou tel instrument ancien. Mais moi, mon approche à moi est plutôt d'essayer de poursuivre le chemin en fait. Donc, mon modèle est un modèle personnel et mes inspirations sont vraiment diverses. C'est-à-dire que par exemple, donc ce qu'on appelle le modèle, en fait, ça va être le modèle sur lequel on crée l'instrument, le moule, ce qui va déterminer les formes, les volumes, les pointes, les filets, tout ce qui est de l'ordre de choix esthétique, qui marque un peu la personnalité du luthier. Mon approche à moi est d'y mettre ce que je suis moi, de mon style, et ce qui a pu me plaire, ce qui a pu me toucher dans l'ensemble de ce qui a pu être fait dans la lutherie par le passé. Donc chez moi, on a autant des inspirations crémonaises que des inspirations vénitiennes. C'est vraiment très large, très varié. Et mon autre approche également, c'est effectivement de faire des violons tels qu'on les faisait par le passé, c'est-à-dire des violons qui ont un aspect neuf. Par le passé, quand on fabriquait un violon, on ne s'amusait pas à faire des imitations d'usure, de faire des faux chocs, de faire des fausses patines. On fabriquait un instrument le mieux possible, le mieux fini possible. Quand on appliquait un vernis, on essayait de faire un vernis qui était le mieux appliqué possible. Le but était de protéger l'instrument sur la durée. Et donc voilà. Donc mes instruments sont en vernis plein, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace d'usure. Et puis donc vous verrez qu'il n'y a pas de choc, pas de patine. Voilà, ça c'est aux musiciens de faire les... pas volontairement, mais c'est le musicien qui, au cours de la vie de l'instrument, quand un instrument lui est livré, assez rapidement, en le jouant, il va l'user, il va l'abîmer, il va le marquer, l'instrument sera réparé, et puis de nouveau abîmé, etc. Et c'est ainsi que un instrument se patine. Et acquiert son style, entre guillemets, sa personnalité. Donc voilà, ça c'est un instrument qui a été achevé il y a quelques temps et qui est prêt à la vendre. Alors les outils, on a des outils qui sont des outils traditionnels du travail du bois. Donc des ciseaux à bois, des rabots, des gouges. On a quand même des outils dans notre métier qui ont quand même une construction assez spécifique. Parce que le propos n'est pas de travailler le bois comme un ébéniste peut le faire d'une façon
éventuellement rapide, enfin avec une certaine efficacité. Nous, on est sur un métier qui demande beaucoup de précision. Donc on a des outils qui sont extrêmement précis et éventuellement étudiés dès le départ dans le but d'être des outils de lutherie. Donc typiquement, par exemple, sur un ciseau à bois, là par exemple c'est un ciseau à bois d'origine japonaise, avec des aciers forgés d'une façon très spécifique, avec par exemple une double couche d'acier, dont une qui est beaucoup plus dure, qui va faire la partie coupante du ciseau. Ça nous permet effectivement d'avoir des outils qui vont avoir une précision de tranchant vraiment très importante. Sur les gouges aussi, on va avoir des gouges très spécifiques à la sculpture et au travail qu'on peut être amené à faire. Par exemple, quand on veut travailler une volute, donc on a des outils, des gouges qui vont avoir des dimensions spécifiques pour qu'on puisse les prendre dans la main facilement, avec des rayons de courbure aussi variés. On a au niveau des rabots des choses qui vont aller d'un rabot assez traditionnel à ceci près qu'on veut effectivement des outils qui soient impeccables en termes d'affûtage et de précision de travail. Et puis on a après des outils vraiment spécifiques à la lutherie. Pour ce qui concerne les rabots par exemple, là on a un rabot traditionnel. Mais là on a ce qu'on appelle des petites noisettes qui sont des mini rabots. Là vous voyez un des plus petits que j'ai, qui est un rabot non seulement petit mais qui est bombé aussi, donc avec une lame courbe. Ça nous permet de travailler vraiment de façon fine dans le fond des gorges par exemple. Quand on veut enlever de la matière, voilà, on va enlever des quantités vraiment infimes de façon vraiment précise. Ensuite, là par exemple, vous avez un petit ciseau à bois fabriqué par moi-même qui fait 1 mm de large, 1,2, voilà, qui me permet de travailler dans le fond des mortelles pour les filets. Ensuite, les canifs. Alors ça, c'est une chose qu'on aime bien aussi chez les luthiers. Donc on a des différents canifs qui nous permettent d'avoir de faire des travaux très spécifiques. Voilà, celui-ci nous permet vraiment de faire une découpe, par exemple de travailler le cuir aussi quand on veut faire travailler sur les pousses d'archet. Ça c'est un canif assez généraliste qui me permet de travailler. Bon là la table est collée, évidemment l'instrument est fini, mais qui permet par exemple de tailler les F. Les F sont entièrement réalisés au canif. Là vous avez un petit trusquin très précis. Alors celui-ci nous permet... alors là on a effectivement sur la table, on retrouve ça aussi sur le dos, on a ce qu'on appelle les filets. Donc quand la table a été achevée au niveau de ses voûtes, on pose les filets, et donc la première opération ça consiste à marquer la table par 2 petites traces qui sont faites par ces 2 petites lames qui vont ensuite être approfondies avec des canifs. Et pour ce qui me concerne, j'enlève la partie de bois qui doit être enlevée avec ce petit ciseau là. D'autres choses, ça c'est des racloirs. Donc c'est des pièces d'acier plus ou moins souples avec des formes qu'on va leur donner pour des fonctions bien précises. Et ces lames d'acier sont travaillées et affûtées pour avoir une partie tranchante. Et cette partie tranchante va nous permettre de faire les finitions des bois. Dans l'ordre, grosso modo, on va avoir des travaux d'ébauche avec des gouges qui vont être affinés avec des rabots, soit des petits rabots plats, soit des petits rabots courbes pour aller dans les creux. Et ensuite,
pour vraiment finir la surface, ben on a des racloirs et on va travailler le bois avec ces racloirs. Il faut savoir qu'en lutherie, on ne travaille jamais avec des abrasifs. C'est-à-dire que pour avoir un niveau de finition de ce type-là, où on a un bois qui a été qui est sans trace d'usinage, enfin sans trace de travail, ni de rabot, ni de gouge. C'est pas avec une ponceuse électrique ou de façon manuelle où on ponce le bois pour qu'il soit fini. C'est uniquement avec des racloirs. Voilà, l'abrasif, lui, il va plus déchirer le bois que le couper, alors qu'un racloir vraiment coupe le bois. Il va en général tasser le bois, il va mettre de la poussière, il va faire rentrer de la poussière dans le bois. Il va découper les fibres en surface. Et puis on va avoir une imprécision dans le travail, c'est-à-dire qu'un abrasif va arrondir à peu près toutes les formes. Là où en lutherie on fait quand même un travail que je vais peut-être pouvoir vous montrer en lumière rasante. Voilà, quand on travaille sur les bords, par exemple, ben ici on voit qu'on a une gorge qui a été creusée. Cette gorge, elle a été creusée avec un outil avec un racloir un peu spécifique qui permet vraiment de travailler de façon précise, notamment au niveau des coins. Voilà, chose qu'on ne pourrait pas faire avec un abrasif. Quels autres outils? Un instrument comme ça prend beaucoup de temps. Alors pour fabriquer un violon, il faut à peu près 200 heures. Tout compris, vernis compris. Voilà, je pense qu'on... Alors moi c'est vrai que je fais un travail qui est assez léché, assez précis, dans la mesure où derrière je fais pas un travail d'imitation d'anciens avec des chocs, etc. C'est vrai que moi j'ai besoin d'avoir un travail qui soit le plus impeccable possible. Le moindre défaut, la moindre trace, évidemment, dès qu'on va mettre le vernis, va être amplifié. Donc je fais effectivement un travail assez minutieux. Là où d'autres vont être peut-être plus rustiques, plus rapides dans leur travail. Donc voilà, 200 heures pour moi à peu près en moyenne. Approximativement. Alors d'autres outils, on peut avoir des limes, des petites limes avec des niveaux de finesse plus ou moins importants. Voilà, ça c'est des petites limes très spécifiques, par exemple pour effectuer le passage des cordes sur le sillet. On a... qu'est-ce que je peux vous montrer ? On va par exemple avoir des petits serre-joints, des petites presses pour les collages. Voilà, ça c'est un outil qui est plus spécifique à la réparation. Donc quelque chose qui va nous permettre sur une table qui a été fendue de travailler, voilà, de pouvoir remettre une pression, de remettre une pression sur le collage qu'on est en train d'effectuer. Là, je vais vous parler un tout petit peu des vernis. Alors les vernis, ça fait aussi partie des choses souvent évoquées concernant les violons, notamment sur l'idée qu'il y aurait des secrets, évidemment, et toute une alchimie très spécifique. Moi, je fabrique mes propres vernis, donc c'est ce qu'on appelle des vernis gras. Les vernis gras, pour faire une explication assez rapide, tout le monde connaît la peinture à l'huile. Quand on fait de la peinture à l'huile, en fait, on a des tubes de peinture qui sont un mélange de pigments et d'une huile qui fait le liant. Et cette huile, elle a une capacité, c'est qu'elle va durcir, on dit qu'elle va cicativer. La cicativation, ça consiste à prendre l'oxygène de l'air et à ce qui fait une polymérisation de l'huile.
polymérisation, comme on peut la retrouver dans des matériaux modernes, dans des vernis modernes, qu'il s'agisse de polyester ou de vernis polyuréthane. Donc ça, c'est une résine que j'utilise pour faire mes vernis. Donc là, c'est initialement de la térébenthine, qui est une résine de pin, de sapin, de mélèze ou autre, qui est une sorte de miel. Quand on chauffe, quand on cuit cette térébenthine, elle va durcir et devenir de la colophane. C'est la fameuse colophane qu'on utilise pour les archets, que l'on dépose sur la mèche des archets pour créer l'accroche, c'est ce qui génère le son. Ça, je pourrais en parler plus tard si vous voulez. Mais cette colophane, si on continue de la cuire pendant longtemps, elle acquiert vraiment une dureté et une pureté qui est vraiment plus forte, et puis une coloration aussi, qui va ressembler à du caramel, entre guillemets. Alors je ne sais pas si avec la lumière, on va pouvoir voir un côté un peu transparent, un côté un petit peu... ça ressemble un peu à de l'ambre, en fait. Alors c'est pas forcément très joli quand on le voit comme ça. Et cette résine, eh ben, on va la mélanger à une huile. Donc vous avez là une huile que j'ai cuit il n'y a pas très très longtemps. Voilà, on utilise différents types d'huile. Une des huiles les plus utilisées, c'est l'huile de lin. On peut également utiliser de l'huile de noix, par exemple. Alors cette huile, je l'ai cuite également. Alors là, on rentre un peu dans de la chimie, mais j'ai introduit des matériaux qui vont favoriser la cicativité de l'huile. Et là, on va peut-être aussi pouvoir le voir en transparence. Vous avez un vernis que j'ai fabriqué il y a peu de temps, assez épais, et dont on voit qu'il a une couleur de caramel, on va dire, et voilà, une pureté, une transparence qui est assez forte. Et puis là, vous avez un petit test de vernissage que j'ai pu effectuer à partir de ce vernis ici. Donc on voit qu'en l'espace d'une, deux, trois, quatre couches, et ben sur un bois presque blanc, on obtient un vernis qui est naturellement ambré. Voilà, donc ça c'est les vernis gras sont les vernis, je crois, les plus utilisés en lutherie actuellement. Il était très largement utilisé à la grande époque de Stradivarius, de Guarnerius. Voilà, ils ont été pendant un temps très largement remplacés par les vernis à l'alcool, notamment dans tout ce qui était lutherie industrielle, entre guillemets, à Mirecourt par exemple, avec des vernis. Un vernis à l'alcool, c'est une résine qui est diluée dans de l'alcool, et l'alcool s'évapore et donc il ne reste que le film de résine. Donc c'est des vernis qui sont très simples à appliquer et surtout rapides dans leur séchage, alors qu'un vernis gras, pour cicativer, pour durcir, et ben, il va avoir besoin par exemple d'ultraviolet, d'une petite pointe d'infrarouge. C'est pour ça qu'on met souvent les instruments au soleil au printemps, dans des moments un peu favorables. Donc effectivement, moi, je suspends mes instruments dans le jardin et puis on les voit voler au vent. Bon, aujourd'hui, là, c'est pas le cas. Mais voilà, le soleil est le meilleur agent pour permettre au vernis de durcir. Ceci dit, pour qu'un vernis gras atteigne son niveau, un niveau de dureté optimal, il faut au minimum plusieurs semaines. Et puis, on va dire, pour arriver à 95% de sa dureté, il lui faut au moins une année. Et puis, il atteindra peut-être 99% au bout de 50 ans. En tout cas, c'est des vernis qui vont évoluer pendant potentiellement des siècles. Donc voilà, ça fait partie, un peu comme
un peu comme un bon vin. Dans un violon, les bois évoluent avec les décennies, le vernis évolue. Et donc le tout est de construire initialement un instrument qui aura les bases pour évoluer positivement dans le temps. Voilà. Alors pour le vernis, l'application du vernis sur l'instrument, ça se fait au pinceau. Ça se fait au pinceau, donc voilà, on travaille avec une application régulière. Les vernis gras ont l'avantage de tendre, de tirer naturellement. Donc là, normalement, on le voit. Alors là, le vernis n'a pas été travaillé, mais en reflet, on va peut-être voir qu'en fait, on ne voit pas de traces de pinceau. Alors une autre bonne technique aussi pour appliquer le vernis, c'est les mains. Parce que ce vernis-là qu'on voit, qui est naturellement ambré, il n'en reste pas moins qu'il est assez clair, assez jaune. Si on veut un instrument qui sera plus rouge, plus brun, plus orangé, on va y adjoindre un tout petit peu de pigment. Alors ça peut être des colorants naturels, ça peut être la garance par exemple, la racine de garance, ça peut être des résines diverses et variées, ça peut être aussi des pigments modernes qui auront l'avantage d'avoir une tenue dans le temps, notamment une tenue aux ultraviolets qui est vraiment impeccable. Donc voilà, on a un large choix pour colorer les vernis. Donc voilà, on peut y mettre un petit peu de cochenille par exemple. Enfin, voilà. Et quand on applique effectivement les couches colorées, un bon moyen d'uniformiser son vernis, c'est de travailler avec la paume de la main. Donc on va un peu travailler au tampon. Voilà, on travaille comme ça pour estomper les endroits où on a mis un peu trop de couleur, et puis voilà, régulariser la couleur. Donc les mains sont mises à contribution aussi. Ouais. Donc on fera peut-être. Alors la restauration, comment on parle de la restauration? La restauration. Alors bien. Alors un autre aspect de la lutherie, puisqu'on parlait de fabrication tout à l'heure, un des aspects les plus importants, c'est la réparation des instruments, voire la restauration. Parce qu'un instrument, un violon, c'est quelque chose qui est excessivement fragile. Donc on est sur des instruments qui sont en bois. La table d'un violon fait elle est entre 2 et 3 mm. Elle est en épicéa. Donc voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile. Un choc peut générer une fissure sur toute la table. On peut avoir également des décollements. Un instrument il peut tomber. Donc quand un instrument tombe, en général il se brise en plusieurs morceaux. Donc ça peut être la tête qui casse, ça peut être une fracture au niveau du talon. Donc on a des dommages vraiment importants qui peuvent être occasionnés sur un instrument. Et évidemment un instrument on ne va pas le jeter s'il est abîmé, on le répare. Donc en matière de lutherie, on a inventé le développement durable depuis bien longtemps. C'est-à-dire que on répare les instruments quand ils sont découverts dans un grenier, qui n'ont pas été joués pendant longtemps, qui sont vraiment très encrassés, très abîmés. Alors là, on pratique vraiment une restauration globale qui consistera à une remise en état du vernis, une remise en état de jeu global. Et puis, on peut le faire sur des instruments de valeur, des instruments anciens qui ont une vraie qualité de lutherie et une vraie qualité sonore. Donc évidemment, ça vaut le coup de les restaurer, de les réparer. Ça peut aussi se faire sur des instruments d'étude. Là, j'ai par exemple un petit demi qui est tombé. Donc celui-là, il a fallu l'ouvrir. Donc ça, on appelle ça détabler l'instrument. Donc on décolle la table. Et puis on va réparer. Celui-ci était fracturé quasiment sur toute sa longueur. Donc là, j'ai fait... la première étape, ça consiste à recoller la fracture.
Donc on essaie de faire ça de telle sorte qu'on ne voit rien. Là, on n'est pas sur de la grande lutherie, hein, donc on est sur des bois moulés, un instrument qui a été fabriqué à Mirecourt, donc il y a à peu près un siècle. Voilà, j'ai effectué une pose de renfort, là où il y avait une fracture. Donc moi, je fais des renforts à partir de parchemin. Voilà, et puis donc une fois que l'instrument est réparé, ben, je vais recoller la table, refaire le montage de l'instrument, et puis l'instrument va repartir pour, je l'espère, quelques décennies de jeu. Voilà, celui-ci est un instrument un peu plus noble, entre guillemets. Donc c'est un entier. Et celui-ci, il va devoir être remis en état globalement, on va dire. Donc j'ai effectué déjà sur celui-ci un nettoyage profond du vernis. Ça consiste vraiment à enlever l'essentiel de la patine, de la crasse qui a pu se faire sur l'instrument. Du coup, on voit qu'un certain nombre de zones ont des bois qui sont à nu. Parce que le musicien, quand il joue beaucoup, en fait, il use le vernis, il enlève le vernis littéralement. La main est toujours plus ou moins acide. Voilà, et puis il y a des chocs, il y a des coups. Donc des bords qui sont très usés. Une table ici qui a été vraiment usée. Là, on voit effectivement l'éclisse qui n'a plus de vernis. Ici, toute cette zone-là également qui n'a plus de vernis. Donc voilà, on voit un certain nombre d'usures. Donc mon travail, ça va consister à retoucher l'instrument, refaire des bords si nécessaire, protéger toutes les zones qui sont à nu, le faire dans le respect de l'instrument, c'est-à-dire ceci par exemple, bon là je pense que je referai un coin ici, ce coin-là a été vraiment abîmé, je crois qu'il a dû être refait mais pas forcément très très bien, donc je vais certainement refaire le coin ici. Le but sera de faire un coin de telle sorte qu'on ait l'impression qu'il n'a jamais été abîmé, mais malgré tout, il faut quand même qu'il soit raccord avec le fait que les autres coins sont usés. Donc voilà, il faut jouer avec tout ça. Et puis ensuite, comme c'est un instrument ancien, il n'est pas juste restauré pour être mis sous une vitrine. C'est un peu la différence qu'il y a entre notre métier quand on aborde la restauration et puis la restauration de tableau par exemple. C'est que quand on fait la restauration de tableau, le tableau il est protégé. Là cet instrument il va être joué, donc il va de nouveau être soumis à de l'encrassement, il devra de nouveau être plus tard nettoyé. Donc quand on refait des retouches de vernis par exemple, quand on travaille sur un vernis en restauration, et on a quand même une contrainte, c'est qu'on ne peut pas, quand on aborde la question de la réversibilité par exemple, on a quand même besoin d'un vernis qui ne parte pas, d'une retouche qui ne parte pas au premier nettoyage qui sera fait après coup. Donc les réparations qu'on fait ne doivent pas être juste esthétiques, elles doivent aussi s'inscrire dans l'idée que l'instrument il va être joué, il va être nettoyé, il va être poli, etc. etc. Quand on répare une fracture, voilà, il faut tenir compte du fait que l'instrument il va de nouveau être monté, qu'il va de nouveau avoir la tension des cordes, et puis qu'il va avoir des heures de jeu derrière. Donc il faut que l'instrument non seulement puisse résister, et puis également sonner. Donc on a par exemple, lorsqu'on a des fractures de table, une fracture de table, c'est une chose très problématique. Donc on fait en sorte, sur une fracture de table, alors on travaille par l'intérieur de l'instrument, et puis on va ne garder sur la zone où il y a eu une fracture, ne garder que la partie extérieure de l'instrument. Et elle va être remplacée par une pièce de bois neuve, qui elle va être chargée de supporter les contraintes. Voilà. Et cette pièce, on la fera de telle sorte que les caractéristiques sonores de l'instrument ne soient pas changées. C'est-à-dire qu'il faut que le musicien retrouve l'instrument dans ses qualités sonores, dans son caractère sonore qu'il pouvait avoir avant l'accident. Et puis évidemment, on n'aura pas touché à la partie extérieure, ce qui permet de garder à l'instrument sa patine originelle. Alors là, c'est un instrument qui a eu visiblement
plusieurs soucis. Il faudrait que je regarde ça un peu plus en détail, mais je vois au moins 2 choses. Là, peut-être une fracture ou 2. Enfin, là, il y a quelque chose de pas tout à fait clair. Donc, je vais travailler dessus pour arranger tout ça. Quel type de bois vous préférez? Pour la fabrication? Alors, en fabrication, on travaille 2 bois sur le violon. L'essentiel du violon est fabriqué avec de l'érable. Et nous, on choisit des érables qui ont une spécificité, c'est ce qu'on appelle des ondes. Ce sont des érables ondés. Les ondes, c'est ce dessin qu'on peut voir. J'espère que la caméra pourra vous montrer ce que je vais essayer de mettre en valeur. C'est le fait que les fibres du bois ne sont pas toutes alignées dans le même sens, mais elles sont organisées selon une onde qui fait penser à une onde sur de l'eau. Ça fait également penser un peu à une tolo ondulée. Donc on retrouve toujours la même base au niveau du nom. Ça crée un effet esthétique qui est évident. Là on le voit aussi sur mon essai de vernis. En lumière transversale peut-être, je ne sais pas. C'est très esthétique. Ça a aussi l'avantage de générer une rigidité transversale supérieure. Donc, ce qui est peut-être pas anodin aussi dans le fait de choisir ce bois-là pour la lutherie. Donc, l'érable, on l'utilise pour le dos du violon, pour les éclisses, pour le manche aussi. Donc là, on a le futur manche de ce violon. Donc, on voit bien les ondes. Et puis pour la table, on utilise un autre bois qui est de l'épicéa. Alors pourquoi l'épicéa? Tout simplement parce que c'est un des matériaux les plus performants si on veut prendre le critère de la rigidité par rapport au poids. Évidemment, une fibre de carbone moderne, par exemple, aura des caractéristiques de résistance infiniment supérieure à de la lignine de bois. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est organiser un matériau tel que la nature sait organiser le bois. Le bois, c'est en fait un ensemble de tubes. Les fibres de bois sont des tubes, donc creux, remplis d'air, et des tubes qui sont réalisés à partir de lignine avec des molécules qui sont longitudinales, transversales, en hélice. Et chacun de ces petits tubes, en fait, est collé au tube d'à côté. Et le tout forme quelque chose d'extrêmement léger et résistant en même temps. Donc ça, voilà, l'épicéa, c'est un des matériaux les plus exceptionnels de ce point de vue. Pour qu'un violon sonne, très rapidement, en fait, initialement, on a quoi? On a un archet qui frotte sur une corde. À la base, c'est une puissance extrêmement faible. Pour réussir à transformer ça de façon optimale en du son audible dans une salle de concert, il faut vraiment optimiser au maximum cette vibration initiale. Donc toute l'architecture du violon, et notamment dès le départ le choix des bois, se font sur ce critère-là. Et il paraît assez évident que plus on va avoir un instrument, une table de résonance, une table de vibration légère, plus l'énergie de la corde va avoir une capacité à la faire vibrer. Et il est assez évident que si on avait un bois très lourd, l'énergie de la corde ne réussirait pas. Donc, sur nos épicéas, on est vraiment extrêmement exigeant. On utilise des épicéas qui poussent en altitude. Pour ce qui me concerne, j'aime bien les épicéas du Jura, des épicéas qui vont pousser entre 1200 et 1300 mètres d'altitude. Donc une croissance très régulière, versant nord, dans le coin, dans la région de Mout par exemple. On a aussi évidemment d'excellents épicéas dans les Alpes, notamment dans le Val de Fiemme. Donc voilà, cet épicéa, il a une croissance très lente, il est extrêmement léger,
il est très régulier dans sa croissance. Si vous avez envie de comparer cette épicéa-là, par exemple, à du pin qui a poussé dans les Landes, eh ben, on se rend compte quand même que là, on a à peu près une croissance... alors, sur du bois, petit rappel, la partie blanche est ce qui a la croissance de l'arbre au printemps, et la partie foncée, la veine foncée, c'est la croissance en été. La veine foncée est plus dure, plus rigide que la croissance de printemps. Donc sur une année, on a du clair plus du foncé. Donc chaque veine foncée signale une année de croissance. Donc on se rend compte que finalement, pour avoir 10 ans de vie de l'arbre, on a à peu près 1 cm. Et comme un violon fait à peu près 10 cm sur sa demi-table, ben voilà, on se rend compte qu'on a grosso modo 1 siècle de vie de l'arbre sur une table de violon, et le tout avec une régularité qui est quand même assez, assez importante, et qui est assez fondamentale pour l'instrument, parce qu'on a besoin d'avoir un matériau quand même relativement homogène. Alors le bois, ça va être un sujet de jeu pour le luthier, parce que évidemment, selon son approche acoustique, selon sa volonté de résultat, le résultat qu'il va vouloir atteindre, in fine, qui peut dépendre alors soit de ce qu'il aura envie de mettre sur un instrument qu'il construit spontanément, soit pour s'adapter à la demande d'un musicien, et ben il va jouer avec ce premier élément qui est le bois. Donc choisir des bois soit plus ou moins denses, plus ou moins légers, plus ou moins souples. Ça va être vraiment le premier élément sur lequel on va jouer, et dont on doit tenir compte dès le départ. Ensuite, si on veut parler un tout petit peu de ce qui caractérise l'instrument au niveau sonore, donc je vous parlais d'un rapport rigidité-poids. Tout ce qui optimise, tout ce qui joue sur soit la rigidité, soit sur le poids, évidemment, joue sur le son final. Donc là, je viens de vous parler du bois. Ensuite, ce qui va jouer, ça va être les voûtes. Les violons ont des voûtes, donc une table qui est bombée, le dos également. Donc cette voûte, comme le principe même de la voûte, donne une rigidité spécifique. Évidemment, ça va être un autre critère sur lequel on va jouer pour soit mettre beaucoup de rigidité, soit mettre beaucoup de souplesse. Et ensuite, l'autre élément qui va rentrer en ligne de compte, évidemment, c'est l'épaisseur. Donc là, on va difficilement pouvoir s'en rendre compte, peut-être en regardant ici, au niveau du F, on va peut-être voir l'épaisseur de la table. Une fois qu'on a fait le travail qui détermine les voûtes extérieures, on fait un travail où l'on creuse le bois à l'intérieur, on enlève de la matière, et là pour le coup on ne le fait vraiment pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on va déterminer des épaisseurs par rapport à des critères acoustiques. Alors, sous un premier angle, ce qu'on peut évidemment dire, c'est que plus on enlève du bois, plus on va enlever de la masse, et donc plus on enlève de la masse, plus on arrive à quelque chose de performant au niveau acoustique. Mais on comprend aussi que dans le même temps que plus on enlève de la masse, plus on met de la souplesse, donc c'est déjà antinomique avec la rigidité. Et puis si on veut aller sur un extrême, évidemment, si on enlève trop de matière, on arrive à quelque chose qui n'est plus en capacité de résister ni au niveau statique, et puis qui aussi au niveau acoustique ne va pas donner de bons résultats. Donc en fait c'est vraiment une question de juste milieu. Et puis pour quantifier tout ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail acoustique qui est mené, un travail progressif, où on va enlever de la matière progressivement, et on va le faire sous le contrôle. Alors pour ce qui me concerne, moi je fais des mesures acoustiques de mes tables, des mesures de résonance. Un instrument, c'est un ensemble de résonances. Alors je peux expliquer ce que c'est qu'une résonance. Si vous prenez par exemple un xylophone,
Un xylophone, c'est vraiment un instrument qui est basé sur la résonance aussi. C'est-à-dire qu'on a une pièce de bois longue. Je ne sais pas ce que je pourrais employer pour... Voilà. Un xylophone, on pourrait imaginer que cette petite pièce de bois, ce soit une petite pièce de xylophone. Donc un xylophone est construit sur une pièce longue, fine, qui est tenue à certains endroits spécifiques, qu'on appelle des nœuds de vibration. Et quand on tape au milieu, entre ces nœuds de vibration, sur un ventre de vibration, et on va réveiller une résonance qui est vraiment propre au bois et aux dimensions. Je ne sais pas si on va l'entendre, là, je ne sais pas grand-chose. Ouais, là c'est pas très, c'est pas très favorable comme résultat. Mais grosse, bon, je vous demande de me croire sur parole. Donc, quand on a une pièce de bois et qu'on la tape, là je pense que c'est un peu trop amorti, mais voilà, on entend un son. Et si j'avais un micro et un analyseur de spectre, l'analyseur de spectre nous indiquerait une fréquence. Là, ce qu'on entend, je pense, c'est une fréquence assez élevée. La pièce est petite, donc c'est très difficile de l'entendre à l'oreille, mais voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un violon, on a exactement la même chose. Sur un violon, on a une table et un dos qui vont avoir des modes de résonance. Alors, évidemment, une table de violon est infiniment plus complexe qu'une simple petite pièce de bois de xylophone. Donc, on va avoir des modes de résonance par dizaines. Nous, on s'attache à mesurer, à quantifier les modes de résonance les plus graves, qui sont ceux qui sont les plus représentatifs, on va dire, des caractéristiques de la table qu'on va travailler. Donc en fait, c'est un outil. C'est un outil qui nous permet de déterminer où on se situe à peu près. Est-ce qu'on est sur une table trop rigide ou est-ce qu'on est sur une table trop souple? Si elle est trop souple, c'est trop tard. C'est qu'on s'est trompé. Voilà, le travail, c'est en général de partir d'une table qui va être assez rigide et puis doucement de l'assouplir jusqu'à arriver à un point dont on sait par expérience, et puis parce que ça vous correspond en termes de sonorité, etc., et qu'elle a des caractéristiques qui vont vous permettre d'avoir la sonorité que vous souhaitez au final. Oh la boutique. De toute manière, pour à chaque fois, j'imagine. Là, je vais boire un contemporain. Sans usure. Je sais qu'il y a des musiciens qui sont déjà en situation de barrière, parce que l'instrument est neuf, parce qu'il y a un lien qui ne se crée pas pour certains musiciens qui n'auront Dieu que pour les instruments anciens. Alors qu'on est luthier contemporain, une bonne solution que la plupart des luthiers utilisent, c'est de faire un instrument en imitation d'ancien. Alors là déjà, par rapport à la psychologie du musicien, on réveille des mécanismes plus favorables. Si bien que le musicien, il va avoir cet instrument qui sera, dont on lui aura dit qu'il est en copie exacte de tel Stradivarius. Alors ça va déjà, en amont, faire un petit peu une référence, ça rassure. Et puis il aura un style, un look, une patine, qui rentre en résonance avec tout ce que le musicien a vu quand il a appris la musique, quand il a entendu la musique, quand il a étudié la musique. Il n'a pas vu, entendu, étudié des instruments neufs, contemporains. Il a vu Menuhin jouer sur tel instrument, il a vu Perman sur tel autre, Rostropovich sur tel violoncelle, et ce ne sera pas un contemporain. Et du coup, l'inconscient collectif est quand même largement construit autour de ces racines très profondes et très anciennes. Donc voilà, la psychologie du musicien, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Alors, la question de la subjectivité en matière de qualité sonore des instruments, elle est questionnée depuis longtemps. Là, plus récemment, on a des travaux très solides de Claudia Fritz, qui est américaine d'origine, qui est au CNRS de Paris, il me semble, et qui a fait plusieurs études
en test en aveugle entre d'excellents anciens instruments et d'excellents contemporains. Le but n'était pas de faire un match voilà, pour faire parler. Le but était vraiment d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette subjectivité extrême dans les milieux de la musique, tellement favorable à l'ancien et par le passé en tout cas assez en blocage par rapport aux instruments contemporains. Et donc sur ces études en aveugle, elle en a mené plusieurs, où à chaque nouvelle étude, elle tenait compte des reproches qu'on lui faisait et des mauvais procès d'intention qu'on lui faisait. À chaque fois, elle a essayé voilà, d'essayer de comprendre. Et dans ces tests en aveugle, à chaque fois, ceux qui sont considérés, les instruments considérés les meilleurs, et par les musiciens, et par un public, sur un auditoire en aveugle, les musiciens étant aussi en aveugle, à chaque fois, ce sont des instruments contemporains qui sont préférés. Et pas qu'un peu, hein, c'est net, c'est systématique. Donc voilà, la question n'est pas de se dire c'est un match, les modernes sont meilleurs et les anciens sont ceci, etc. La question n'est pas là, la question est simplement de dire que déjà la première subjectivité qui consiste éventuellement à rejeter un instrument parce qu'il est contemporain, ben déjà ça ne tient pas. Inversement, la subjectivité qui consiste à dire un instrument est ancien donc il sonne, hein, évidemment ça ne tient pas non plus. N'importe quel musicien qui a un peu d'oreille et un peu d'expérience sait qu'il a entendu des instruments anciens qui étaient des catastrophes et qu'il a pu essayer, s'il est un peu ouvert d'esprit, des instruments contemporains qui étaient vraiment incroyables. Donc voilà, les études de Claudia Fritz permettent d'étudier cette notion de subjectivité, qu'est-ce qui bloque pas. Si je vous présente un instrument dont je ne vous dis rien, qui serait un contemporain, mais en parfaite imitation d'un ancien, avec une vraie patine, vraiment. Vous allez, le musicien, la plupart des musiciens vont le prendre, le jouer, donner le meilleur, chercher le son, rentrer dans l'instrument. Voilà, si on leur présente un instrument qui a la même qualité acoustique, mais en vernis plein, d'aspect neuf, éventuellement on verra déjà quelque chose qui est de l'ordre de la distance, quelque chose qui ne se passe pas. Et puis peut-être déjà que dans son état d'esprit, le musicien ne mettra pas tout ce qu'il faut pour faire sonner l'instrument. Et si je vous présente un instrument verni en vert, là je crois que la barrière sera nette, tranchante. C'est que le musicien ne pourra pas. Bon évidemment si on dit au musicien, voilà, Stradivarius, c'est le Viotti, voilà, évidemment le musicien, c'est le Saint Graal, c'est Dieu en personne qui est devant lui, dans ses bras. Et certains musiciens passent leur carrière à se mettre au service de l'instrument. Donc évidemment, entre anciens et contemporains, on ne part pas forcément sur les mêmes bases. Maintenant, ce qui a pu être quand même établi depuis quelques décennies, voilà, on considère aujourd'hui qu'on est un peu dans un nouvel âge d'or, entre guillemets, de la lutherie. C'est-à-dire qu'on a eu depuis 3-4 décennies un travail de fond. On a des écoles de lutherie qui sont créées. On a eu des associations qui se sont créées, on a des formations professionnelles, on a des échanges, on n'est plus dans le secret, on est dans le partage. On a des chimistes qui sont capables de nous dire la composition des vernis anciens, est-ce que nos cuissons d'huile sont bonnes, etc. On a des outils, on a des scanners, on a des outils qui nous permettent de visualiser les modes de résonance, la façon dont un instrument travaille quand il est joué. On a l'informatique, on a beaucoup d'outils acoustiques, de prise de son. Voilà, on met beaucoup de rationnel, beaucoup de distance par rapport aux mythes et légendes. Ça pouvait faire rêver certains musiciens à un moment donné, mais n'importe quel luthier qui se pense artisan, qui veut construire des instruments, lui ce qui l'intéresse c'est pas de surfer sur des secrets légendaires, mais plutôt de dire voilà, mon vernis je le fais de telle méthode, je le travaille depuis des décennies, je sais comment il évolue, comment il est travaillé, comment il va évoluer dans le temps.
voilà, il a besoin de rationnel, il a besoin de concret. Il n'y a aucune raison que la lutherie échappe à la modernité, entre guillemets, et puis à des choses qui sont de l'ordre de la rationalité, en fait. Donc voilà, je pense que depuis 3-4 décennies, on a vraiment une lutherie contemporaine qui est solide, qui est variée, qui est diverse, qui est riche. Il suffit d'aller sur un salon à Musicora, à la Bellevilloise à Paris. Là, on va avoir en mars un salon sur Lyon. Bon, j'y serai pas présent personnellement avec regret, mais c'est toujours une possibilité de constater que ça fonctionne, que ça sonne, qu'il y a des luthiers qui ont des styles, des personnalités. Donc voilà, il y a une richesse, on va dire, qui est une émulation, puis un niveau d'exigence qui est quand même qui est assez poussé. Donc aujourd'hui, je pense qu'objectivement, entre acheter un instrument un tout petit peu coté et qui malheureusement les prix de l'ancien ne cessent de grimper. Enfin, il y a toujours une demande très forte, donc on voit des instruments finalement très médiocres qui atteignent déjà des prix de 20 000, 50 000, voire plus, parce qu'il y a une signature cotée. Voilà. Voilà, ça échappe un petit peu. Alors évidemment, ça devient un peu des outils de placement. Ça peut être ça peut rassurer des musiciens quand ils achètent un instrument. Ça peut les mettre dans un état psychologique favorable. Mais avec un tout petit peu d'objectivité, si on veut les comparer à des instruments contemporains vraiment bien réalisés et dont la valeur va être de 10 000, 15 000 euros, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, on est sur des choses qui sont des fois... enfin voilà, sur lequel normalement il ne devrait pas y avoir de réflexion. C'est pour moi l'évidence que la lutherie contemporaine voilà, enfin, n'est pas en marche, quoi. C'est pas pour quelques personnes qui voudraient avoir un instrument en plus ou de remplacement. C'est vraiment quelque chose qui a un potentiel de qualité sonore pour une vie vraiment énorme. Bon, là on est dans le coin de la boutique entre guillemets, donc rien de bien fondamental, mais évidemment dans mon atelier je fais aussi du service aux musiciens de la région. Donc dans mon atelier on trouve des colophanes, des sourdines, des pièces de rechange. Voilà, on trouve également des archets. Alors je ne suis pas archetier, c'est un métier incroyable, mais je m'y attaquerai peut-être un jour, mais là, pas pour le moment. Alors, une petite spécificité, moi j'ai eu envie à un moment donné de travailler sur les mentonnières, parce que je me suis rendu compte que c'était un domaine oublié. Donc j'ai souhaité proposer un service aux musiciens qui est de leur faire des mentonnières sur mesure. Voilà, les mentonnières de base à mes yeux sont vraiment pas étudiées. Et puis dès lors qu'on veut faire une mentonnière qui pourrait être efficace, en fait, on est tellement sur des morphologies différentes pour chaque musicien. En fait, il faudrait potentiellement des dizaines de mentonnières différentes. Donc moi, mon idée a été de dire, mais par rapport à une problématique spécifique, par rapport à un musicien qui a une morphologie spécifique, et éventuellement des soucis de santé, parce que initialement, quand on jouait du violon par exemple, ou de l'alto, ça n'a rien de naturel. Le violoncelle est un tout petit peu plus naturel dans sa posture, mais sur un violon, il n'y a rien de naturel. Donc on a quand même les deux bras en tenue en l'air, dont un qui est en torsion, de façon constante. Puis on tient l'instrument entre l'épaule et le menton. Donc tout ceci n'est pas naturel. Jouer du violon est aussi une discipline qui est vraiment vraiment pas évidente.
Le piano, à ce niveau-là, est quand même beaucoup plus simple. On a un clavier devant soi, et puis spontanément, on appuie sur une touche, et puis on a une sonorité de piano. Si vous prenez un archet et un violon et que vous frottez, vous n'avez pas spontanément une sonorité musicale agréable. Donc à la base, on a quelque chose qui est déjà peu intuitif, peu simple à appréhender, et du coup, le rapport physique du musicien avec l'instrument peut se développer sous un angle un peu douloureux. C'est-à-dire que moi, je vois des fois des instruments arriver, des musiciens arriver avec leur instrument dans mon atelier avec une vraie douleur psychologique, physique, parce que tout leur stress, tout le stress qu'ils vont avoir lié à des examens, lié à des concerts, lié à la pratique, lié au doute qu'on peut avoir de soi-même, de sa musicalité, etc., tout ça peut éventuellement se fixer sur le lien physique qu'il y a avec l'instrument. Donc on voit des gens qui ont des vraies douleurs, des douleurs cervicales, des douleurs au dos, des problèmes de tendinite, des déformations éventuelles quand c'est sur le long terme. On voit aussi des problèmes d'abcès, de réaction des os au contact avec l'instrument. On a des réactions allergiques aussi aux métaux, à la fixation de la mentonnière. Donc il peut y avoir une vraie problématique du musicien à ce niveau-là. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de proposer quelque chose qui leur simplifiera la vie. Donc je fabrique des mentonnières sur mesure avec un travail qui est effectué avec le musicien sur le modelage d'une mentonnière qui va leur permettre d'avoir une forme parfaitement adaptée à leur morphologie et à leur problématique. Donc soit leur envie par exemple d'avoir un vrai confort pour certains musiciens, soit avoir une envie de simplement s'adapter à des tailles, parce que si vous avez un musicien qui fait 1m85, 1m95, évidemment c'est pas une toute petite mentonnière toute fine qui permet de combler, entre guillemets, de rattraper la grandeur d'un coup par exemple. Donc voilà, faire des mentonnières adaptées en hauteur, en inclinaison, en galbe, en morphologie, c'est assez important. Du coup, je profite évidemment de cette occasion pour choisir des bois avec le musicien. C'est clair que quand on a un instrument qui est de très belle qualité, qui a été soit un ancien, soit un contemporain, avec des accessoires de très belle qualité, on voit parfois poser une petite mentonnière en bakélite parce que le musicien joue avec depuis son enfance. C'est un peu triste. Donc s'il y a possibilité à la fois de faire un travail ergonomique sur la mentonnière et en même temps de choisir des bois adaptés au vernis de l'instrument et ou aux matériaux utilisés pour les autres accessoires, voilà, c'est quand même un plus. Donc moi j'ai une palette de bois précieux assez large qui vont des bois traditionnels, ébène, palissandre, buis. Voilà, on peut éventuellement teinter le buis. On peut, pour lui donner la couleur caramel assez caractéristique qu'on connaît, on peut avoir différents types de palissandre, différents types d'ébène, et puis on a aussi des bois européens qui sont très bien. Voilà, ça peut être le cormier, ça peut être le poirier, l'érable, le prunier, enfin voilà, on a plein. Pour le coup, autant la literie du quatuor est effectivement quelque chose de très canalisé, autant là sur la mentonnière, on a je ne sais quoi de liberté qui permet de faire plaisir aux musiciens et puis de travailler des bois un peu autres. Pour cette année, je pense que je serai à la Bellevilloise en novembre, comme chaque année, pour le salon du violon. Donc la Bellevilloise, c'est une salle parisienne vraiment très, très belle. Je pense sans doute être présent au salon du violon à Lyon en 2021. Voilà, pour le reste, j'ai aussi quand même pas mal de travail, quelques commandes à réaliser, donc c'est difficile d'être présent partout et de prendre ce temps-là, mais voilà, je pense que ce sera les deux rendez-vous essentiels. Vous livrez outre-mer? Vous livrez? Non, là, c'est pas arrivé sur l'outre-mer. En fait, ça se passe pas comme ça concrètement. En fait, c'est
pour tout ce qui est réparation, restauration, là je suis sur un service qui est relativement régional. Pour tout ce qui est fabrication, pour les mentonnières ou pour les violons, effectivement là on touche plus large. On touche des gens localement, parce qu'évidemment les gens qui ont fait affaire avec vous sur un service, sur un reméchage, sur un réglage d'instruments, quand ils ont vu que vous fabriquiez des instruments, qu'ils ont entendu votre discours, qu'ils ont essayé vos instruments, ben voilà, à un moment donné ils vont se dire ben tiens, je franchis le pas. Puis ensuite, évidemment, dans une carrière, quand on a des instruments qui circulent dans des orchestres, et ben on peut être amené à voir un musicien qui dit tiens, je ne sais pas où est Thierry Bruno, mais je vais aller voir et donc me déplacer un petit peu pour tester. Donc évidemment, là on est sur quelque chose de potentiellement plus large. Donc on ne livre pas un instrument comme ça spontanément sur une commande, je sais pas, sur internet. Enfin voilà, c'est pas, on n'est pas sur Amazon grosso modo. C'est que le travail, le rapport qu'il y a entre un musicien et un luthier, il est intime, il est personnel. Donc voilà, c'est des gens que j'ai rencontrés, qui m'ont vu, qui ont testé mes instruments. Le lien se fait, la sauce prend, et puis voilà, du coup, il peut y avoir commande, et puis on travaille ensemble. Merci Bruno. Mais de rien.